Et bonjour à tous, nous sommes en février 2024 et vous êtes toujours sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler très très gros billets avec un ex-banquier, ex-formateur de banquier. Vous l'avez peut-être entendu, j'ai un nouveau micro, j'ai le top du top des micros sans fil à présent, des DJI mic. J'en suis très satisfait. Je ne sais pas si je vais utiliser encore mon gros micro que j'avais jusqu'ici, mais à présent, vraiment, je peux les emmener partout. Je peux faire des interviews en live partout avec deux micros sans fil. C'est bon. Si on fait pas de podcast, on le sait pas, mais c'est très très important les micros et c'est toujours un peu une galère la logistique des micros. Avant, j'avais notamment, et puis c'était mon micro principal, un Blue Yeti bien connu. Il doit faire 2 kilos. Je l'ai trimballé partout dans le monde pour faire des intros. Il était à Los Angeles, il était en Argentine, il était au Pérou, il était en Islande. Il a vraiment pas mal voyagé. Et puis là, il a des petits signes de faiblesse. Je pense que il a pas trop aimé la valise pour toujours. Donc là, maintenant, j'ai des micros. Ils sont beaux, ils sont tout petits. Et le son, je trouve qu'il est plutôt très réussi. Donc, c'est peut-être avec ce micro que je vais enregistrer la plupart des épisodes à venir. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, donc on va enregistrer avec Thibaut Aimé. C'est un ex-banquier, ex-formateur de banquier. En fait, j'avais plusieurs épisodes d'avance et je vous ai fait voter sur Instagram entre 3 épisodes celui que vous voudriez avoir cette semaine. Et c'est décidé, c'est donc Thibaut Aimé. On va parler financement. Avec Thibaut, on a fait un autre épisode, vous le savez très probablement, avec mon associé Michel. On a on peut dire des podcasts privés, mais c'est beaucoup plus que ça, qu'on appelle la boîte à outils des investisseurs. Et on a enregistré un épisode spécial parce que dans cette boîte à outils des investisseurs, on parle pas du chemin des invités, mais on parle vraiment d'un point précis des investisseurs, notamment immobiliers. Et là, avec Thibaut, on a fait un épisode spécial sur le podcast privé qui va paraître, qui s'appelle d'ailleurs Contourner les règles du HCSF légalement, bien sûr, et les 35% de taux d'effort maximum, de taux d'endettement maximum. Donc, on va voir justement avec lui taux d'effort, d'endettement, plein d'autres ratios, tout ça. On a vu avec Thibaut, donc l'épisode, il va paraître très bientôt. Si vous allez donc sur boîteabillets.com, vous avez toujours le lien dans la description. Vous voyez la liste des épisodes qui sont sortis, des épisodes à venir. Le prix augmente progressivement. Alors, pas pour ceux qui sont déjà engagés, mais au fur et à mesure des épisodes qui arrive, eh ben, on augmente le prix légèrement. Mais si vous êtes rentré sur la boîte à billets, votre prix bougera jamais. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. On n'est pas une salle de sport. Vous pouvez bien sûr arrêter quand vous voulez. Vous commencez, vous arrêtez quand vous voulez. Mais en tout cas, avec Thibaut, on a fait un très très bon épisode et j'ai enregistré plusieurs épisodes donc pour les semaines à venir sur ce podcast privé récemment. On a enregistré avec un ingénieur structure. On a parlé surélévation, casser un mur porteur, à quoi il faut faire attention, combien ça coûte. Notamment, on a fait aussi j'ai enregistré un épisode avec Amani qui était déjà passé sur le podcast pour parler vente aux enchères. Elle a fait plusieurs ventes aux enchères. Elle a acheté plusieurs biens grâce à ça. Toute la procédure, ce à quoi il faut faire attention, le formalisme, combien il faut avancer de cash pour pouvoir se positionner et tout ça, trouver un avocat pour participer aux ventes aux enchères. On a fait un bon épisode avec Amani et j'ai enregistré aussi un épisode pas plus tard que dimanche avec deux stars qui passeront aussi sur le podcast public, mais avec Julien et Marie. Et Marie, elle est expert comptable notamment, et Julien, il est banquier privé. Et avec eux, j'ai fait un épisode spécial déduction sur la société, quelles charges on peut passer quand on est investisseur immobilier, donc soit en LMNP, soit en SCI, soit en SAS. Également, comment sortir de l'argent avec de ces sociétés, bien sûr toujours légalement et avec le moins de fiscalité possible et de cotisation sociale. Donc, je pense que c'était un épisode qui était très attendu. Il paraîtra aussi, vous avez tous les détails, donc vous allez sur www.boîteabillets.com, billets bien sûr au pluriel, et vous avez le lien dans la description. Sinon, et d'ailleurs, donc ça s'appelle la structure que j'ai avec mon associé s'appelle le Club Invest. Et félicitations, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, hein, mais je vais essayer d'aller vite. Félicitations, on accompagne un très petit nombre d'élèves slash membres slash investisseurs déterminés à faire des acquisitions et le même jour
La semaine dernière, on a Valentin et Manu qui ont acheté leur premier bien. Ça fait qu'en fait, on a que eu des réussites. On a toujours eu des membres ceux qui ont suivi notre technique. Et ben voilà, ils ont tous des biens à présent. Donc on est trop contents. On fera sûrement un épisode avec un peu les anciens du Club Invest. Donc si vous voulez qu'on vous accompagne également, vous pouvez nous écrire. Donc il y a aussi le lien dans la description. Me contacter par email, etc. Mais par contre, il n'y a pas toujours des places. Parfois, il y en a. Souvent, on est plein. Mais contactez-nous, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. Si vous voulez qu'on vous accompagne, parce que on est trop fiers, en tout cas, d'avoir permis à nombre d'investisseurs débutants ou légèrement plus avancés, de faire des investissements rentables. Tout le monde est très satisfait, visiblement. Tous les gens qui sont passés par nous. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Tirage au sort. J'ai fait le tirage au sort du jeu concours de Noël. Donc, par rapport à l'épisode que j'avais enregistré avec Jérémy, ça fait un bail, et Paco, Investisseur 4.0, j'ai fait le tirage au sort. Donc, il y a 3 gagnants. Je vais vous les citer. Donc, les gagnants, je vais citer leur pseudo Insta parce qu'ils avaient commenté. Donc, il y a Alan Rantimo. Ensuite, il y a Jérémy, donc lui m'avait envoyé un mail, mais c'était Jérémy d'ailleurs qui était dans le club Invest à nos tout débuts et qui a fait une acquisition, au moins une qui était fructueuse d'après ce qu'il a pu me dire encore récemment. Et Céline Filippo, donc félicitations à vous, vous avez gagné des bons Amazon. On va prendre de toute façon contact avec vous. Félicitations, merci pour le partage. Vous le savez, tous les youtubeurs, tout le monde vous dit partagez s'il vous plaît, ils font la manche et tout. S'il vous plaît, partagez. Non, ici vous partagez si vous aimez, vous partagez si vous gagnez des cadeaux, comme c'est le cas aujourd'hui. Et voilà, vous savez, si vous voulez plus d'épisodes, c'est ce qu'il faut. Il faut partager le podcast de Bye Bye Patron. Et donc, et bien sûr, de mes 2 acolytes également. Mais voilà, ça fait trop plaisir. Les écoutes, c'est vrai que, par exemple, moi, je diffuse toute l'année, y compris vacances d'été et vacances de Noël. Et je vous cache pas que quand c'est les vacances, souvent j'ai moins d'écoute, donc c'est toujours un peu frustrant de faire le travail que les autres ne font pas forcément et d'avoir des résultats qui sont moins bons. Mais je sais, on a d'autres choses à faire que de s'intéresser à ces événements, à ces investissements IMO. Quand on est au Cap d'Agde ou à la Grande Motte en train de se dorer la pilule, on pense pas aux gros billets, alors que c'est là où il n'y a pas de concurrence et qu'il faut acheter. Mais bon, en tout cas, moi, je sors comme un métronome. Ça va faire 3 ans, un épisode par semaine. On a dépassé les 150 épisodes. J'avais encore 2 petites choses à vous dire par rapport à la formation que j'ai lancée, le programme Bourse de la théorie au cours au billet. Je vous partage mes 9 ans d'expérience d'investisseur boursier, les erreurs que j'ai pu faire, les bonnes stratégies que j'ai pu faire. Je vous explique tout, que vous soyez vraiment débutant en bourse. J'ai eu d'ailleurs les premiers retours des personnes qui ont suivi et qui m'ont dit que c'était vraiment top, qu'ils avaient appris plein de choses. Vraiment, j'ai tout fait en sorte que vous vous lanciez vraiment comme on fait avec Michel pour les investissements immobiliers. J'ai utilisé le bon niveau, je pense, de contenu. Donc, il y a 5h30 de contenu audio, vidéo, toutes les slides, bien sûr, que vous pouvez télécharger pour réviser, pour retrouver les infos que j'ai données. J'ai également mis à chaque fois les points clés, le timing de chaque vidéo, de quel sujet je parle à n'importe quel moment de la vidéo. Comme ça, vous retrouvez également. Et donc 5h30, je trouvais que c'était le bon ratio entre beaucoup d'infos quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, mais pas non plus vous noyer sous 40, 50 ou 100 heures de formation que vous ne suivrez jamais. Par contre, j'avais dit que je ferais des formations, des vidéos bonus. Il y en a une qui est sortie, c'est sur la stratégie à dividende. Donc il y a plusieurs stratégies. Je vous ai expliqué dans la formation de base tout, bien sûr, les notions de dividendes, les sociétés qui payent, tout ça. Mais là, je vous ai fait vraiment un épisode de 3/4 d'heure sur la stratégie à dividendes. Je vous donne la liste des dividendes aristocrates US. Je vous explique comment surperformer, comment il a été possible de surperformer le S&P 500 grâce à cette stratégie. Donc vous avez vraiment les 66 actions à dividendes aristocrates, donc qui ont fait que augmenter depuis plus de 25 ans, je crois que c'est, ou 35 ans. Et après, je vous montre aussi des exemples des dividendes que je touche, à quoi ça ressemble. Vraiment, vous avez le print screen
de mon portefeuille, de mon compte. Donc c'est pas le compte titre, c'est un compte espèce qui est adossé au compte titre. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Je vous parle de Pernod Ricard, je vous parle de Coca, je vous parle de Facebook Meta, tout ça dans les stratégies à dividendes. Donc, si vous êtes déjà membre, allez voir. Il y a donc cette vidéo bonus. Vous l'avez peut-être pas encore vue si vous avez regardé la formation au tout début. Et puis, il y a d'autres vidéos bonus qui vont sortir, notamment sur tout ce qui est ETF crypto et stratégie qu'on appelle valeur. Donc ça viendra dans les semaines à venir. Voilà, on peut attaquer. Et je vous rappelle, bien sûr, pour les 50 premiers qui auront souscrit à la formation sur la bourse, vous avez un prix, c'est moins de 100 euros. Et en plus, dedans, je vous donne mes codes de parrainage qui pourraient même, si vous les utilisez et qui fonctionnent pour vous, il y a toujours des conditions, vous le savez, mais il y avait 230 euros à récupérer avec les deux codes de parrainage que je vous donnais sur les brokers que j'utilise principalement. Donc voilà. Et c'est pour les 50 premiers. Et il y a déjà, je vais pas vous donner tous les chiffres, mais il y en a déjà pas mal qui ont souscrit. Donc merci à vous, merci pour votre confiance. Et je me suis vraiment donné du mal pour que la formation elle soit le plus efficace possible et qu'elle vous serve à faire 1 million. Je vous explique comment faire 1 million d'euros. Alors pas aujourd'hui, pas demain, mais avec des montants qui sont très raisonnables, on peut arriver à avoir 1 million d'euros, soit le jour où on part à la retraite, ou surtout, si vous avez des enfants qui sont petits. Franchement, la bourse, c'est un truc de malade. On se dit, on se dit, nos parents, on les aime très fort, mais punaise, s'ils avaient pu mettre vous avez pu mettre 200 euros par mois depuis qu'on est né sur un compte titre, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc voilà, on vous embrasse, hein, bien entendu. On attaque avec l'invité du jour, deux Thibaut qui se rencontrent. Ça peut que faire un bon fit. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Prenez vos cahiers et vos crayons et prenez note des conseils de Thibaut. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, vous n'avez pas un Thibaut, vous avez deux Thibaut pour le prix d'un. Et le prix, c'est gratuit comme toujours. Salut Thibaut, comment ça va? Salut Thibaut, ça va très bien et toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler de deux choses, enfin de plein de choses, mais surtout, on va parler financement 2024, comment avoir un financement, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on veut se faire financer, quelles sont les optimisations possibles. Et avant, on va te laisser te présenter rapidement. Et puis après, on va parler un petit peu de ton parcours en tant qu'investisseur, parce que toi, tu as été donc banquier, formateur de banquier, sportif de haut niveau aussi en passant, et investisseur. Donc, tu as un peu toutes les casquettes d'un bon invité. Je te laisse te Ouais, présenter. Vas-y, j'ai un vas-y. parcours un peu atypique. Donc déjà, Thibaut, je voulais te remercier de m'accueillir sur ton podcast. Voilà, c'est un podcast que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je me suis permis de t'écrire il y a quelques mois de ça. Parce que voilà, ça m'inspire, parce qu'on même si on est déjà formé sur le monde de l'investissement, des choses qu'on peut faire, etc. Ça fait toujours du bien d'avoir des piqûres de rappel quand on est en bagnole, dans les transports ou quoi, et se dire bah tiens, il y a des invités que je connais pas, on peut se former sur plein de choses. Donc voilà, la première chose que je voulais te dire, Thibaut, c'est un grand merci à toi de m'accueillir sur ton podcast, qui Plaisir ira bien en plus, partagé. parce qu'en plus, Bye Bye Patron, ça me correspond plutôt pas mal en ce moment, parce que on en parlera après, mais j'ai quitté mon job il y a pas si longtemps que ça. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Thibaut Aimé, j'ai 37 ans. Je suis un passionné de tout, mais avant tout de sport, comme tu disais. Donc j'ai un parcours qui est très atypique puisque à la base je viens pas du tout ni de l'investissement immobilier ni de la banque. J'étais simplement sportif de haut niveau puisque j'ai été tennisman professionnel pendant 2 ans et j'ai vécu en fait pendant 6 ans une expérience de dingue aux États-Unis, en Floride notamment, où j'ai pu allier en fait le sport de très haut niveau et les études quand j'étais jeune, hein, puisque bon, même si on a le même âge, 36, 37 ans, il y a eu une période où on était plus en canne que On ça, je était dirais. jeunes, on avait moins de bides, surtout moi en tout cas. Et, C'est ça. Donc en fait, voilà, entre 2007 et 2011, 2012, j'ai pu vivre cette expérience là-bas outre-Atlantique qui m'a permis déjà, un, de pratiquer le sport à très haut niveau et deux, de me forger un espèce d'état d'esprit, de mindset, un peu comme on dit à l'anglo-saxonne, qui me permet d'avoir un esprit hyper ouvert sur la culture de l'investissement,
de la prise de risque ou de la chance, on l'appellera comme on veut, parce que là-bas, ils disent take a chance, ils disent pas prends un risque, tu vois. Donc voilà, c'est un parcours qui a été bâti aux États-Unis. Et quand je suis rentré en France, parce qu'il fallait quand même que je gagne ma vie au bout d'un moment, quand on est tennisman de haut niveau, on gagne pas forcément sa vie, à moins d'être très très haut. Dans top Je 50 suis ou top 100, quoi. Après, sinon, c'est... T'as tout compris. Il faut Ouais. être top 100 pour gagner sa vie. Et moi, j'étais voilà, bien plus loin que ça sur le classement ATP. Donc, du coup, ça me permettait pas de vivre dignement. Mais j'ai quand même pu faire le tour du monde grâce Mhm. à ça. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Euh, Quand je suis rentré en France, je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui me convienne pour que je puisse continuer à jouer au tennis et gagner ma vie. Vu que j'avais fait un master en finance là-bas, la banque c'est voilà naturellement ouverte à moi. Et du coup, je me suis dit, je vais bosser à la banque, tout simplement. Donc, j'étais en région toulousaine. J'ai commencé par la Banque Populaire, où j'ai travaillé pendant 1 an et demi. Et puis, le Crédit Agricole, derrière, est venu me chercher. Et j'y ai fait toute ma carrière jusqu'à l'an dernier, où j'ai gravi tous les échelons, en fait, qu'on peut gravir en tant que banquier. Donc, on commence à l'accueil, hein, où on accueille des gens, on fait des virements, des choses comme ça. Et puis, comme j'avais eu une bonne école de formation quand je suis rentré au Crédit Agricole, mon objectif majeur de carrière, c'était de devenir formateur de banquier. Et c'est quelque chose du coup que j'ai réussi à faire. Et j'ai vécu les 3 dernières années et demie de ma vie au Crédit Agricole en tant que formateur de banquier, où j'aidais en fait les jeunes banquiers à rentrer dans la boîte, et je les avais avec moi pendant 4 6 mois sur un parcours très très dense pour qu'ils soient complètement sereins dans leur métier de banquier, tout simplement. Très axé sur l'investissement quand même, et l'investissement immobilier notamment. Ça va être l'objet Ok. de notre rencontre de ce soir. Du coup, j'ai plein de questions. Première question, tu peux nous expliquer, normalement, je demande aux invités qui racontent une expérience un peu, comment dire, soit harassante ou soit déplaisante en tout cas, ou insolite de quand ils ont pu être étudiants. Mais toi, tu peux peut-être nous expliquer comment ça se passe quand, enfin, on l'a tous vu, les sportifs aux États-Unis, dans les films et tout. Comment ça se passe en fait ce duo études sport? Est-ce que tu sais, tu vois souvent, genre, c'est souvent le football américain, le super fort ou en NBA. En fait, lui, il a juste pas les bonnes notes, donc il doit arrêter le sport. Comment ça se passe? Tu payes pour les études? Est-ce que l'école paye pour toi? Est-ce que tu as une sorte d'engagement vis-à-vis du club? Voilà, C'est, c'est, combien d'heures de c'est cours? Enfin, des trucs comme ça, un peu, ouais. Alors cette question, Thibaut, je la trouve juste magnifique parce que déjà il y a rien qui était prévu entre nous avant ce podcast. C'est vraiment du pur feeling, et personne ne me l'a jamais posé. Et du coup, elle est hyper pertinente pour moi. En fait, c'est très simple. Quand tu es bon dans un sport en France, je parle pas que du tennis. Il y a beaucoup de sports qui sont ouverts aux études universitaires aux États-Unis. Quand tu es bon, voire très bon dans ton sport en France, et que tu veux développer du coup ce sport de haut niveau couplé avec tes études, il n'y a pas d'autre choix pour moi que de partir outre-Atlantique, parce que là-bas, toutes les structures sportives sont encore plus importantes que le sport professionnel là-bas. Donc en fait, le deal, il est simple. Tu t'envoies des vidéos de toi en train de faire ton sport, de jouer, etc. Et du coup, comment dirais-je, l'université s'engage en fonction de ton niveau sportif à te payer tes études via une bourse d'études qu'on appelle une scholarship en fait. Et du coup, moi j'ai eu une full bourse, une full scholarship qui m'a permis simplement de ne rien financer. Mes parents n'auraient pas pu, à l'époque, j'avais perdu mon papa avant de partir, donc c'était très compliqué pour ma maman de pouvoir financer ne serait-ce que 1 000 € par an sur mes études. Et du coup, le niveau de tennis que j'avais en France m'a permis d'acquérir une full bourse là-bas et d'avoir mes études payées. En contrepartie, tu vois, tu avais déjà une partie de la réponse. Tu t'engages auprès de ton université qui te finance tes études. Hein. Ça coûte plus de 50 000 € par an quand tu es européen d'aller dans une université là-bas qu'au niveau des études. Tu t'engages, toi, sur un papier, un contrat que tu fais avec ton université, à ne pas gagner d'argent de manière professionnelle si jamais tu vas professionnel pendant tes études, pendant ton cursus universitaire. Tout l'argent que tu gagnes, tu dois le reverser à ton université. Donc, 4 ans d'études, voire 5 ans d'études, ça fait 250 000 €. Autant te dire qu'il y a la place. Donc, le peu d'argent que j'ai gagné, je l'ai reversé à l'université. Ok, très, très intéressant. Et donc, tu faisais autant de cours que quelqu'un de normal ou tu étais un peu dispensé de certains cours en contrepartie du Non, tennis? non, c'est très dense. Une journée Hmm. universitaire sport de haut niveau, c'est très très dense. C'est levé entre 4h30 et 5h du mat.
t'as 2 heures d'entraînement entre 5h et 6h30, 7h le matin. Après, c'est petit-déj. Après, ça part en cours jusqu'à 13h. À 13h, t'as entraînement de tennis jusqu'à 17-18. Et après, tu repars en cours jusqu'à 22h. Donc, en fait, t'as des horaires qui sont un peu aménagés. Donc, t'as beaucoup de cours le matin et beaucoup de cours le soir pour que tu puisses t'entraîner. Mais en aucun cas, t'es privilégié par rapport à un autre étudiant. Tu dois rentrer 2 journées en une, en fait. Ok. Donc, c'est dense, très dense. Pour te donner Yes. une anecdote, ma maman qui est venue me voir en Floride sur l'avant-dernière année quand j'étais là-bas, elle est venue 3 semaines, elle m'a vu 2 jours. Ouais. Ouais, compliqué, ouais. Mais bon, après, c'est comme ça qu'on est parmi les meilleurs, hein, c'est en s'entraînant beaucoup. Et tu peux C'est nous dire ça. juste parce que je pense que c'est un fantasme, et surtout si vous avez des enfants. Moi, j'en ai pas, mais je connais beaucoup de gens qui fantasment un peu l'avenir sportif de leur progéniture. Tu peux nous dire peut-être à quel niveau tu étais, je sais pas, mondial ou français? Moi, j'ai un peu joué au tennis, même longtemps, et j'ai surtout joué au golf à assez haut niveau, enfin en championnat de France et tout. Et j'ai eu des gens un tout petit peu meilleurs que moi qui ont fait l'erreur justement d'être pro, enfin l'erreur entre guillemets, et qui s'en sont parce que il y a peut-être deux, trois Français sur toute une génération de 20 ans qui en vit vraiment bien du golf. Et donc, si tu es par exemple champion de France de la catégorie, je sais pas, 17-18 ans, enfin souvent il y a minime, cadet, tout ça comme au tennis, bah en fait, t'es pas du tout assuré de, même en étant champion de France, donc pas en étant le deuxième ou le troisième, de pouvoir en vivre. Et je pense qu'au tennis, c'est à peu près pareil, même si c'est assez dense, il n'y a pas beaucoup de Français dans le top 10, mais pendant longtemps, on en a eu dans le top entre 10 et 100. Mais ouais, combienième français t'étais à peu près pour qu'on sache Alors, en fait, c'est très si on bien, peut en c'est vivre c'est ou hyper pas. intéressant parce que le golf est complètement lié au tennis. C'est-à-dire que ta vision, c'est exactement la bonne. C'est-à-dire que même si tu es très très fort dans ta catégorie, comme tu l'as été quand tu parles championnat de France, etc., t'as quasiment aucune chance de percer au niveau professionnel. Le très bon ne suffit pas, il faut être exceptionnel sur sa génération. Moi, quand j'étais petit, tu vois, j'étais à 14 ans, j'étais en équipe de France, donc Richard Gasquet, je connais très bien, j'ai déjà joué contre lui plusieurs fois. Gaël Monfils, pareil. Donc ces gens-là, ce sont que deux personnes qui ont réussi, mais on était peut-être 150 dans ce cas-là. Donc c'est la même chose. Moi, quand je suis parti, j'avais un classement tennistique qui était aux alentours de zéro, qui est déjà sympa, tu vois, avant de partir quand tu veux faire tes études. Aujourd'hui, le même niveau ne suffit plus pour avoir une full bourse aux États-Unis. Et après, là où j'ai vraiment éclos, c'est quand j'étais là-bas, que je rentrais en France l'été, où je gagnais régulièrement contre des mecs qui étaient entre la 600e et 800e place mondiale. Donc là, j'ai step up en fait, hein, c'est un autre niveau, mais qui ne suffit pas encore pour gagner sa vie, puisque comme tu le disais très bien tout à l'heure, il y a que 100 personnes, 150 personnes qui gagnent leur vie dans le tennis. Il y en a 5 qui sont milliardaires ou millionnaires, et les autres vivotent. Donc c'est pareil que le golf. T'en as cinq Mm. six qui sont très très forts et qui gagnent des millions d'euros, voire plusieurs dizaines de millions d'euros, et les autres derrière qui galèrent, et c'est très compliqué. Donc c'est un très bon choix que j'ai fait de ne pas avoir. De toute façon, j'aurais pas pu aller plus haut que ce que j'ai été. Ok, bah, très intéressant. Du coup, tu es passé banquier, tu as dit que tu as monté tous les échelons. Donc, on a commencé à l'accueil, les virements, même si maintenant, je pense qu'ils font beaucoup moins de virements que quand tu arrives. On vieillit, hein, mine de rien. C'est clair. Après, c'est quoi? Tu es conseiller particulier, gestionnaire de patrimoine, conseiller pro? C'est quoi l'ordre un peu? En fait, je sais pas ce que je fais là, c'est exactement, Je fais les c'est questions et les exactement ça. réponses. C'est exactement ça. En fait, après quand t'es à l'accueil, ils testent tes compétences un peu commerciales et tout, et ça se passait très bien de ce côté-là. Je suis quelqu'un qui suis avenant, qui parle facilement et tout. Donc du coup, rapidement, j'ai pris un portefeuille de clients. Je dirais, alors je déteste ce mot, mais ils mettent des gros guillemets, mais ça s'appelle de la clientèle tout venant en fait. Où voilà, il y a de tout et n'importe quoi dans la clientèle. Et après, tu montes, donc tu deviens conseiller particulier, puis conseiller particulier haut de gamme, puis conseiller en gestion de patrimoine. Après, tu as le choix de faire du pro ou pas. Moi, j'ai choisi la gestion de patrimoine plutôt que le professionnel. C'est ce qui me plaisait le plus. Et après, j'ai directement été du coup formateur de banquier parce que voilà, tout le monde ne peut pas le faire. J'étais pas plus compétent que les autres, mais c'est vrai que l'à l'aise que cette agilité et le fait d'être à l'aise à l'oral me permettait en fait de pouvoir former des gens. Tu vois, aujourd'hui, je suis intervenant dans des séminaires et tout, et voilà, ce truc-là, en fait, c'est un peu inné chez moi. C'est pas un talent ou une compétence, mais du coup, c'était plus facile que les autres qui sont des fois, t'as des gens qui sont plus
compétents que toi, mais qui ont pas cette facilité-là, qui sont plus, tu vois, techniques et tout. Et donc, du coup, ça a été naturel pour moi de faire ça et ça s'est bien passé, quoi. Yes, très intéressant. Mais ça, bah, il y a peut-être une part d'inné, une part des États-Unis, une part de vu que c'est un peu facile, tu le fais plus, et après tu deviens meilleur. Donc, ok. Ouais, c'est ça. Puis aussi aux États-Unis, j'étais capitaine de mon équipe de tennis, tu vois, malgré le fait que quand je suis arrivé, je pipais rien en anglais, je parlais pas un mot d'anglais sur les premiers mois, et je me suis retrouvé capitaine de mon équipe. Et finalement, le tennis, on pense que c'est un sport individuel, mais comme le golf, c'est aussi un sport collectif. Il y a plein de Mm. compétitions en équipe, et bah, d'ailleurs aux États-Unis, tout est en équipe, et il y a 25 joueurs dans une équipe. Donc quand t'es Ok. capitaine, bah, tu dois motiver les troupes, tu dois réveiller les gens le matin, faire des speeches et tout. Donc t'as pas le choix, quoi. Tu sors de ta zone de confort et puis tu vas. Yes. Si tu pouvais faire pareil avec les banquiers quand on attend des financements. Allez les gars, on se lève. Yes. C'est Ok. ça. Et donc après, tu étais formateur de. Donc après, on va plus rentrer dans les détails en tant que moi, enfin du côté investisseur, mais peut-être quand tu as dit que tu formais les banquiers, tu es formé à quoi exactement? C'était dans quel domaine? C'était dans les produits que vous vendiez ou alors c'était dans les analyses des dossiers? C'était. Alors, bah, du coup, comme je te disais, le parcours durait à peu près 6 mois, le parcours de formation. Donc, du premier Ok. jour où le jeune arrivait quand je dis jeune, il y avait des jeunes et des moins jeunes, mais souvent c'est quand même des jeunes. Du premier jour où la personne met les pieds dans la banque jusqu'au jour où il est autonome sur son portefeuille. Donc, effectivement, au début, tu commences très large avec c'est quoi un livret A, c'est quoi un taux d'intérêt, tu vois, enfin, tout ce qui a trait à la banque, côté assurance aussi, assurance vie, tout ça. Et après, tu rentres vraiment effectivement, dans les octrois de prêt, dans comment est-ce que tu étudies une demande de prêt, comment est-ce que tu te positionnes sur un dossier de crédit en fonction de la personne que tu as en face, qu'est-ce que tu regardes. Donc vraiment très généraliste, mais moi quand même en spécialité très pointue sur le financement parce que c'est quand même le nerf de la guerre quand tu es banquier. Et j'expliquais aux jeunes que les gens qu'on a en face de nous, souvent, ils viennent pour des projets de vie. Donc, t'as pas le droit de te rater en disant des bêtises sur un ratio qui est pas bon ou tu vois. Donc, je m'en suis fait vraiment un espèce de point d'honneur et de fil d'Ariane de mon métier, quoi. Ok. Et est-ce que tu pourrais, je sais pas si tu le sais, hein, mais est-ce que tu sais à peu près combien un banquier particulier, il, sur combien de projets de crédit immobilier il va travailler peut-être par mois ou par an? Je Bien sais sûr. que le nombre de clients, c'est énorme, c'est souvent, enfin, plusieurs centaines, dans les 800 ou 1000, j'ai déjà entendu ça, que tu as comme client quand tu es tout venant. Alors, ouais, Et après, alors, pour les, t'as complètement raison. Dans un portefeuille de conseillers particuliers, effectivement, tu as 800 ou 1000 clients qui sont déjà dans ton portefeuille, mais en aucun cas tu as un objectif d'aller en chercher 800 autres dans l'année, c'est impossible. oui, oui, bien Euh, sûr. mais en tout cas, en termes d'octroi de financement, sur le financement immobilier, je dirais entre 1,3 million et 1,5 million en région toulousaine par an. Donc, c'est pas énorme, hein, tu vois. C'est Ouais. quand tu fais des appartements à 4-5 maisons, 150 000 quoi, euros, t'as ou 10 10 prêts à maisons. faire, quoi. Tu vois. Ouais. Voilà, Ouais, donc c'est ouais, même pas un emprunt par mois, en général, ouais, c'est pour un banque. tranquille. Voilà, Ouais. c'est vraiment tranquille. Et en termes de nombre de prêts, t'es à ouais, entre 12 et 15 par an, tu vois. Donc, Ok. c'est quand même relativement souple et facile à faire Mm. quand t'es conseillé. Et puis les gens, ils sont proactifs pour les emprunts, alors que c'est pas la même chose pour les produits d'assurance et tout ça, je suppose. Exactement. Ouais, il y a peu de gens qui vienen te voir en te disant, ouais, salut, j'ai besoin d'une mutuelle, tu vois. Ouais. Alors qu'un crédit immobilier, bah, les gens, ils ont un Ouais, projet voilà. et t'as tout à fait raison. Yes. Ok. Ben on va peut-être switcher sur ton parcours IMO, puis après on va faire vraiment on va aller plus dans le détail du financement. Du coup, tu as investi quand? T'as investi. Tu peux nous donner, enfin souvent, tu donnes ce que tu veux, mais très souvent la question qu'on me pose c'est combien il gagnait à ce moment-là, combien il a acheté. Ça c'est vraiment les questions et comment il a enchaîné. Ça c'est vraiment les questions que les auditeurs. Et une fois, j'ai eu le malheur de pas aller assez en profondeur et j'ai eu plusieurs plusieurs plaintes. Donc, tu dis bien sûr ce que tu veux. Tu Ok. gardes ta vie privée autant que tu le souhaites. Mais qu'on ait peut-être des ordres de grandeur, voilà, qu'on sache Non, mais combien on pouvait je, emprunter. je Enfin, vais être voilà. très transparent. Alors quand j'ai commencé à investir, déjà, ça m'est pas venu en claquant des doigts. Enfin, un peu quand même. L'anecdote, Mm. elle est incroyable. J'étais avec un de mes meilleurs potes à la piscine et je me plaignais un peu du système français et je voulais créer des choses pour pouvoir bah, avoir quelques revenus supplémentaires parce qu'à la banque, on gagne vraiment pas bien sa vie, contrairement à ce que les gens pensent. Et du coup, il m'a dit, c'est un investisseur qui était déjà aguerri, il m'a dit, bah viens, achète un appart, je te montre et tu verras, c'est facile. Et puis derrière, ça va devenir une drogue et tu vas continuer.
Et il a eu complètement raison. Donc c'est parti d'une bière autour de la piscine. Et puis j'ai commencé à me mettre en visite d'un bien complètement sécuritaire. Hein, c'est ce que j'appelle dans l'investissement immobilier sur les premiers. J'avais pas envie de mettre en l'air ma famille. J'étais marié. J'ai eu mon fils 2 ans après. Voilà, je voulais pas plomber ma famille sans être trop formé là-dedans. Donc je cherchais un truc hyper sécuritaire. Donc premier appart 2017. À l'époque, je gagne moins de 1900 € par mois. Donc, je dois être à 1800 € net, voilà. Hors prime d'intéressement participation, mais 1800 € fois 13, tu vois, t'as 1800 balles sur 13 mois. C'était ce que je gagnais. Le prix du marché n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité, tu vois, j'ai été très réactif sur le premier parce que je m'étais fait avoir sur 2-3 biens qui me sont passés sous le nez parce que j'étais là, bah oui, tu sais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, Bah, est-ce au que j'y vais début, pas. on Donc, hésite, Coco, forcément, c'est beaucoup ouais, d'argent, hein. Coco, il est vendu ton bien. Donc voilà, c'est mort. Et du coup, j'étais très actif sur ce projet-là et j'ai acheté mon premier 35 mètres carrés, 43 000 euros. Et Ah, pour la bah. petite anecdote, je l'ai encore. Bah ouais, bah encore à ces prix-là, et puis aux Et il tourne conditions très bien. bancaires de l'époque. Ok. Voilà, donc 1 800 €, pas d'apport sur le projet, mais encore une fois, on est en 2017. Je l'ai pas fait au Crédit Agricole dans la banque où je travaillais. Je suis allé voir un pote à moi qui était mon témoin de mariage, qui bossait à la Banque Pop. J'avais pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier et que mon employeur sache ce que j'avais à Hmm. côté en IMO. Donc du coup, pour ceux qui me diraient ouais c'est facile, t'es banquier, bah le taux à l'époque il était assez élevé pour l'époque. Je crois que j'avais eu du 2,60 ou un truc comme ça. Ok. Et voilà, donc emprunt sans apport, 43 000 €, échéance mensuelle de ce prêt que j'ai encore 259 euros. Ok. Et là, tu as fait de la. Bah, on va faire d'abord un peu. On va dérouler ce que tu as pu acheter et après, on va voir comment tu les exploites. Ouais. Donc, ensuite, comment tu as enchaîné. Du Euh, coup, j'ai vu que en fait, en achetant un appartement, en faisant de la location meublée classique, toute simple, j'ai mis une étudiante dedans sans faire de travaux. Il était déjà propre l'appart. D'ailleurs, l'agent IMO à l'époque m'avait dit, vous êtes fous, vous allez faire du meublé dans cette résidence, alors que la résidence est top, hein, elle s'y prête hmm. parfaitement. Enfin, c'est impeccable. Et je dis bah ouais, pourquoi pas. Il me dit ouais, mais on est quand même dans une ville et tout, qui est quand même petite et tout. Je dis ouais, enfin, je vais quand même faire du meublé. Donc je l'ai loué 440, tu vois, donc j'avais déjà du cash flow positif, malgré la taxe foncière et malgré les charges de copro, je devais avoir 70-80 € de Hmm. cash flow positif. Donc j'ai vu que les loyers rentraient, je me suis dit, putain, c'est cool en fait ce truc, donc je vais en acheter un autre. Du coup, bah, je suis allé voir le même banquier 6 mois après, j'ai enchaîné, même type d'appart dans une autre ville, et puis un autre 1 an après. Et puis là, je me suis dit, voilà, j'ai continué à m'entourer de gens qui avaient déjà réussi dans l'investissement immobilier, notamment ce fameux pote dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a donné le déclic. Et je me suis dit, bah, maintenant que je vais investir sur moi, je vais prendre une formation qui va me permettre d'évoluer et surtout de me former sur les choses à éviter, sur les erreurs à éviter pour aller plus vite. Chose qui a été faite. Du coup, j'ai investi 2500 € pour moi là-dessus. Et je regrette tellement pas de l'avoir fait d'ailleurs. Et du coup, j'ai enchaîné et du coup, j'ai acheté un premier immeuble de rapport avec mon épouse. On a continué à acheter un ou deux petits apparts à côté, puis un deuxième immeuble de rapport. Entre-temps, on a revendu des choses, réinvesti, etc. Et tu vois, entre 2017 et 2021, 22, ouais, l'an dernier, c'est le dernier, on a acheté une vingtaine de biens à peu près. Ok. Voilà. Et toujours, ton épouse, elle avait des revenus comparables aux tiens? Ouais, alors là, mon épouse, c'est pire, c'est pire. Elle avait c'est clairement mon pourquoi, mon épouse. Elle était dans la grande distribution. Elle a une histoire de vie un peu compliquée, etc. Très compliquée même, avec des décès, etc. Enfin, très dur. Du coup, elle a pas pu faire ce qui la faisait vraiment vibrer dans la vie. Donc, elle a bossé en grande distrie. Elle était chef de rayon à Leclerc. Elle a gagné 1250 € par mois. Donc, À temps ouais, plein? compliqué. Ouais, 1250 €, c'était un rayon livre à Putain. Leclerc. Ouais, c'était vraiment, mais le salaire pourri. Et du coup, je lui ai dit, écoute, ce que je te propose et ce que je veux arriver à faire, c'est qu'on arrive à doubler ton salaire avec nos investissements immobiliers. Hmm. Et une fois qu'on a doublé ton salaire, une fois que tu arrives à peu près à 2003, 2004, t'arrêtes, tu quittes ton job et tu te formeras sur quelque chose qui te fait vraiment kiffer par la suite. Et on y est arrivé, du coup. Donc, Ok. donc c'est chouette. Ok, très intéressant. Et donc, vous avez pu emprunter donc tous ces immeubles. Ça faisait combien à peu près d'emprunts?
immeuble, enfin, vu que ça a varié, vu que Alors, ça a monté, baissé, tout ça, on a un ordre ouais, d'idée. en fait, on est dans une région assez rurale. Moi, j'ai une stratégie qui est scalée. C'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas la. Enfin, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Moi, j'avais plutôt à l'époque une stratégie à cash flow, donc m'éloigner vraiment des grandes villes pour aller chercher des prix au mètre carré bas, Mhm. voire en campagne, et pouvoir exploiter mes biens comme je le voulais. Donc même, tu vois, les immeubles de rapport qu'on achetait, c'était pas des gros montants. Le premier valait 250 000 euros hors frais de notaire. Donc, on avait un investissement à 300 000. Ça, c'était le premier. 5 appartements. L'immeuble était très joli. Il n'y avait pas de travaux. Et le deuxième qu'on a acheté, celui-là, il est topissime. On l'a payé moins de 170 000 euros et il y a 4 T2 dedans. Ok. Et qui tourne avec plus de 12% de rentabilité. Un truc vraiment propre. Donc, voilà, c'est des petits montants. On n'est pas dans des centres-villes Mhm. de grandes zones. Donc, on était au plus haut, on a dû être à 1,2 million dans le cours, tu vois. Ok. 1,2 million, Mais quand 1,3 même, million. ouais, ouais. Non, mais c'est très intéressant. Et tu as acheté plutôt des biens sans travaux. Alors non, j'ai acheté des biens avec des travaux dans la plupart des cas, sauf au tout début où Ok, j'étais pas t'étais. formé parce que j'étais pas formé à ça. Et après, j'ai jamais fait de d'énormes rénovations à acheter des Mhm. plateaux complètement Mhm. éclatés au sol avec 300 000 de travaux dans l'immeuble. J'ai accompagné mon frère notamment pour le faire sur un de ces immeubles. Mais il y avait un archi qui était là derrière aussi, donc Mhm. c'était tranquille. J'ai la compétence pour le faire sans problème, mais le but pour moi, c'était vraiment d'acheter des biens qui étaient déjà propres, de les Mhm. rénover à mon goût, et on va y venir pour évoluer dans des stratégies à haut rendement, notamment sur de la location de courte durée, pouvoir défiscaliser pendant 4 5 ans, être tranquille au niveau des impôts pour revendre derrière et arbitrer. Et du coup, les travaux vont vite, les différés sont là, donc le cash s'encaisse assez rapidement. Et j'aime beaucoup les biens, tu sais, dans les anciennes résidences de défisc. Ouais, Alors moi, ouais, j'en ai, j'en ai tu vois le aussi. truc. Ouais, Voilà, ouais, ouais. j'adore ça. Comme ça, tu Ouais, achètes des DPE qui sont déjà en D, tu vois, ouais, et ouais. tu as peu de travaux à faire. C'est juste de l'embellissement et de la déco Mhm. pour qu'ils deviennent canon. Et du coup, c'est typiquement le genre de bien que j'aime bien. Ça roule, ça va vite et ça fait Souvent, du cash, quoi. t'as des terrasses. Enfin, moi, en tout cas, on a des terrasses, on a des grandes baies vitrées que t'as pas dans les logements plus anciens. Et en plus, Exactement. Tu as des ouais. piscines des fois, tu vois, Ouais. et avec des charges de copro qui sont quand même maîtrisées. Donc, franchement, j'adore ce genre de bien, tu vois. Mais moi, j'ai acheté aussi beaucoup de biens. Enfin, j'ai jamais fait des énormes travaux parce que j'avais pas le temps. Je voulais acheter beaucoup. Enfin, Ouais. c'est marrant, on a eu un parcours assez, bah, similaire pendant longtemps. En tout cas, ouais, acheter enfin, des biens, voilà, que tu peux rénover, enfin, rendre plus beau, mais où t'as pas où t'as pas des travaux de fou. Parce que sinon, c'est un vrai métier et voilà, tu peux pas tout faire en même temps. Ouais, et même Et si tu délègues, tu vois, moi j'aimais bien que le fond de roulement aille vite. ouais, ouais. Et pas ne pas dormir la nuit parce qu'il faut que tu fasses une saignée dans le mur, mais tu sais pas Mhm. trop où la faire, tu vois. Enfin, du coup, c'est cool. T'as des sols, une salle de bain, une cuisine, c'est pas des travaux, quoi. C'est de la Ouais, voilà, c'est réno ça. partie. Ok, top. Et ben justement, on va donc peut-être en venir LCD. Et aussi, ça m'intéresse, ouais, tu as revendu. C'est vrai qu'on a souvent des invités qui ont profité des loyers, qui en profitent encore. Les reventes, moi, j'ai revendu quelques biens. Parfois, c'était juste parce qu'ils avaient pris beaucoup de valeur. Parfois, il y a eu d'autres raisons. Mais si tu peux nous expliquer, ouais, pourquoi tu as revendu? Pour toi, quand est-ce que c'est le moment peut-être de revendre? Et puis, ouais, ton exploitation LCD, donc tu as dit que tu as plutôt des biens en campagne. Il y a beaucoup de gens qui disent la LCD en campagne, enfin, qui y croient peu. J'adore. Euh, pour moi, c'est lié. Enfin, la concurrence, t'as peut-être moins de gens qu'à Paris, mais il y a beaucoup moins de gens qui louent des biens aussi. Donc ouais, tu peux Ouais, nous c'est dire. ça. Ouais, Ok. carrément. Du coup, sur ta première question, quand est-ce qu'on revend? Bah, moi, je me fixe en fait un cap de 5 6 ans, au moment où je vais avoir la fiscalité qui commence à arriver fort. Parce que tu vois, ça fait exactement le lien avec ce qu'on était en train de dire. On a un parcours un peu similaire. Bah, je suis ravi de l'apprendre. Il faut toujours un Thibaut dans son équipe. Mais ouais. Tu vois, quand on rénove un bien avec finalement pas trop de grosses rénovations, quand tu fais 20 000, 25 000 De travaux. de travaux dans un appart, bah, tu es tranquille pendant 4 5 ans avec l'amortissement du bien au LMNP, et puis après, bah, tu commences à avoir la fiscalité qui commence à arriver fort. Donc, euh, donc moi, je me dis, ben, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je regarde le prix du marché actuel versus le prix où je l'ai acheté.
je regarde combien de plus-value je peux prendre sans me faire arroser par les impôts, voilà, en respectant les règles. Et puis je regarde et je me dis, ok, là je vais prendre de la plus-value. Cette plus-value, je vais peut-être la réinvestir sur un futur projet. Et du coup, l'appart que je revends, je vais racheter un immeuble. Donc du coup, le un appart devient 3 ou 4 apparts ou 5 apparts. Et voilà comment je fonctionne et comment je grossis moi à mon petit niveau en immobilier. Je fais pas que de l'immobilier, j'essaye d'utiliser aussi mes gains pour investir de manière aussi intelligente mais diversifiée. Et du coup, c'est hyper important pour moi de pas garder les biens et d'avoir le moins d'affect possible, sauf s'il y a vraiment voilà des gros gains derrière. Quand je t'en parlais de mon premier appart tout à l'heure, j'ai 250 balles de prêt. Il est là depuis 2017 et celui-là, je le garde parce que, non pas parce que j'ai un affect, mais parce que je fais du cash tous les mois et Voilà, c'est il ça. me plaît beaucoup. Voilà. Et ensuite, pour répondre à ta Et puis même deuxième s'il fait question, x2, c'est pas pareil de faire x2 sur un appart à 40 000 que sur un appart. Et encore x2, c'est énorme. Mais si tu fais 50%, tu dirais c'est 20 000 balles. Allez, enfin, autant le garder, le truc. Si en LCD, il fait 1 000 € par mois, plutôt qu'essayer d'aller en trouver un autre, quoi. c'est ça. Tu vois, le dernier que j'ai vendu, il était typiquement entre le patrimonial et la campagne. Il était dans une ville très sympa, super bien placé en placement premium et tout. J'avais acheté ça 63 000 en 2018 et je l'ai revendu 122 000, je crois, il y a 5 mois. Donc, tu vois, je fais x2. Mais en termes de LCD, justement, et ça va faire le lien avec ce dont on va parler là dans quelques instants, eh ben, c'était un des apparts qui me rapportait le moins. Parce qu'une énorme concurrence est arrivée dans cette ville. Et du coup, en termes de prix d'achat versus loyer encaissé, je n'étais pas Mm. forcément ultra satisfait. Mm. Tu vois, je faisais 350 de cash flow tous les mois. Donc, Bah, du c'est coup, j'ai sûr que dit, tu allez, prends. C'est ça ça, dégage. 350 versus 60 000 de plus-value, bah, tu vois le temps qu'il faut en LCD à gérer des voyageurs qui savent pas se servir de la télécommande. Et ben, t'as tout des plaques à induction, t'as tout compris, t'as tout compris. Donc voilà, tu vois, donc c'est comme ça que j'ai fait et ça marche plutôt bien pour l'instant, donc c'est cool. Ok. Et après, la deuxième question est très pertinente sur la LCD en campagne. Alors, j'ai déjà fait de la LCD en campagne complète, c'est-à-dire que on était avec ma femme sur le premier immeuble, là, on avait acheté ces 5 apparts là au milieu des vignes, à côté de chez moi dans le Tarn, dans un bled où il y a 3000 habitants. Et les gens me disaient, mais t'es un ouf, tu vas faire une LCD là-dedans. Je dis, non, non, je vais en faire deux. Et ça marchait fort, figure-toi, sur des 35 mètres carrés, parce que j'avais des gens qui venaient profiter en amoureux le week-end à boire du vin ou faire des mariages. Et j'avais plein de gens qui venaient bosser à la semaine, installer la fibre, machin et tout. Donc j'en avais au taquet. Et du coup, j'adore ces villes-là. Les derniers investissements que j'ai faits, petite ville. Alors, je fais une étude de marché. Hein, voilà, je suis pas un fou non plus. Je regarde si ça se loue sur les plateformes, Airbnb, Booking. Je regarde le nombre de commentaires, etc. Et je vois que ça se loue. Et les apparts sont dégueulasses. Donc, du coup, avec ce qu'on est capable de faire, toi comme moi, je te dis, bah, si tu fais la diff, tu vas louer au moins aussi bien qu'eux. Mm. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et ça marche très fort. Ok, trop bien. Donc les personnes que j'accompagne aujourd'hui sur la partie IMO, parce que je travaille dans l'immobilier aujourd'hui, j'aide les gens à investir sur de l'immeuble de rapport ou de l'appart. Je les incite à aller sur ce genre de typologie parce que tu loues aussi bien que si tu étais finalement dans une grande ville et tu achètes une fois et demie à 2 fois moins cher au prix au mètre carré, Mm. donc c'est cool. Ok. Et la question qui se pose, c'est le personnel de ménage pour la LCD. Parce que autant tu peux en trouver facilement dans les villes, enfin plus Ouais. facilement, mais en campagne, c'est plus compliqué. Peut-être, ouais, tu peux nous dire comment tu les trouves, est-ce que tu les formes, est-ce que souvent il y a une histoire de statut, souvent elles sont pas, enfin, tu peux avoir des personnes de ménage qui sont salariées. Mais donc nous, bah, forcément, on veut pas. Je pense que tu es le premier à confirmer. On veut pas des femmes de ménage pas déclarées. Donc, est-ce que tu les aides enfin, voilà, comment tu as trouvé ton personnel de ménage et est-ce que Ben, tu les aides enfin, je sais que parfois il y a des gens qui les aident carrément à ouais, se sur le mettre un statut peu. auto-entreprise, Ouais, bien voilà. sûr, bien sûr. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé sur une d'entre elles. Après, en fait, faut être smart hein, dans l'immobilier. Moi, à chaque fois, je dis essayez de vous créer une équipe vraiment pour Mm. commencer. Et si on veut grossir un petit peu en immobilier, je dis aux gens essayez de vous créer une équipe. Et dans une équipe, bah, il y a le banquier, il y a le notaire,
il y a plein de gens comme ça. Il y a mon expert comptable qui est là. Et il y a aussi, et surtout, quand on fait de la location de courte durée, le personnel de ménage. J'ai choisi de pas utiliser de société de conciergerie parce que j'ai pas envie de déléguer cette partie-là à 100%, voire de ne plus être propriétaire de mes annonces. Alors ça, c'est mort. Du coup, j'ai rien contre les sociétés de conciergerie. Au contraire, il y en a qui font du très bon job et qui fonctionnent très très bien. Et j'adore ce qu'elles font. J'en connais d'ailleurs plusieurs qui m'ont proposé de prendre les apparts. J'ai dit non parce que j'aime maîtriser quand même ce truc-là. Mais du coup, dans mon équipe, il y a mes femmes de ménage. Et pour les recruter, je suis beaucoup dans l'humain, tu vois, dans le feeling. Donc, je fais comme tout le monde. Alors moi, je les trouve personnellement souvent sur Allo Voisin. Je rencontre ces gens sur une journée. J'en rencontre 4, 5. Même si c'est en campagne, on a toujours des belles demandes à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des très belles personnes, des gens qui sont compétents, des gens qui sont sérieux. Après, moi, j'ai cadré le truc. Je fais une checklist de tout ce que la personne a à faire. Je leur fais visiter l'appartement pour leur montrer comment ça se passe. Je leur explique tout au niveau du linge et tout pour ceux qui l'ont jamais fait, parce qu'il y a aussi la gestion du linge qui est pas anodine du tout. Surtout quand on a 2, 3, 4 voyageurs, même sur des petits apparts. Et puis après, ça roule. Et du coup, je fais des check-ups comme ça tous les 5-6 mois. Je vais les voir une fois ou deux. Je les entretiens aussi. J'entretiens une relation particulière parce que pour Noël, j'offre un cadeau pour les fêtes. Quand le travail est bien fait, j'envoie les commentaires en les remerciant. Par contre, quand le travail est mal fait, je sais aussi cadrer les choses. Et ça m'est arrivé 2 fois de limoger une personne avec qui ça passait plus en étant transparent avec elle. Donc voilà. Et après, bien sûr, quand les personnes ne sont pas compétentes en termes d'administratif et tout, ça peut nous arriver, tu le disais très justement, d'aider ces personnes-là à se constituer un statut, par exemple, d'auto-entrepreneur, parce que toi, comme moi, tu l'as très bien dit, nous, ce qu'on veut, c'est déclarer ces choses-là et les passer en charge, parce que c'est des charges qui sont importantes. Donc, il faut qu'il y ait un statut qui soit là derrière. Donc voilà. Après, c'est quelque chose que je me garde. Pour autant, mes locations courte durée, je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais les miennes, en tout cas, j'essaye d'automatiser un maximum. Quand je parle d'automatisation, je parle plutôt de 75 à 80% avec un channel manager. Il y a toujours 20% d'imprévus où tu as les voyageurs qui savent pas faire marcher la télécommande, un four qui marche pas ou que sais-je. Yes. Ok, super intéressant. Et donc, tu as quitté ton métier de banquier. Banquier. Ouais. Et là, tu avais des revenus suffisants pour en vivre ou tu savais que tu allais aller sur une autre activité? En fait, si tu veux, quand je me suis beaucoup posé de questions cette dernière année et demie, ces 2 dernières années actuellement, et je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment. Aujourd'hui, j'ai un métier qui me fait clairement chier. J'étais plus formateur, hein. Formateur de banquier, j'adorais cette partie-là. J'étais parti sur un service au siège où je me faisais royalement chier. Voilà, tout simplement. Je suis désolé de l'expression, mais c'est vraiment ce que je ressentais. Et je me disais, ma vie, elle a pas de sens au niveau professionnel. Elle a aucun sens. Moi, ce que je veux, c'est je suis pas quelqu'un qui a envie de gagner 10 000 euros par mois, qui explose ma qualité de vie en fonction de ce que je gagne. J'ai pas besoin de beaucoup pour être bien et heureux. Pour moi, la définition du bonheur, je la vois plutôt comme, tu vois, une balade en forêt de Grésny avec ma femme, mon chien et mon fils, à faire les cons. Et voilà, c'est plutôt ma définition du bonheur plutôt que rouler en Porsche. Et tu vois, c'est pas trop ça. Donc je me dis, j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. On a un crédit résidence principale qui est très faible parce qu'on a eu de la chance à l'époque. Alors c'était peut-être une erreur, mais aujourd'hui ça nous aide grandement à souffler. On avait une charge résidence principale qui est très faible aussi. Je paye 400 euros par mois de crédit sur mon RP, donc c'est que dalle. Mais j'ai pas de sens aujourd'hui à ma vie professionnelle. Donc je veux vraiment faire quelque chose qui me fait kiffer. Il y a 1 an et demi, j'étais plus du tout en accord avec les valeurs de ma boîte. Un DG qui gère 2500 personnes et qui est dit anglo-saxon avec une vision qui est opposée de la mienne, qui pour moi est dans sa tour d'ivoire et ne voit pas ce qui se passe dans sa boutique, alors que nous, on est là au quotidien à se bouger les fesses pour lui. Donc je me suis dit, stop. Maintenant, Thibaut, tu vas vraiment réfléchir, te poser et savoir ce que tu veux vraiment faire. Donc la première des choses, ça a été de se dire, ce qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui, c'est l'immobilier, donc je veux travailler là-dedans. Donc derrière, je me suis dit, est-ce que je vais dans un réseau mandataire, style IAD, Safety ou quoi, et je vais faire de la RP. Et puis finalement, j'ai un copain qu'on a en commun, hein, que tu connais aussi, un Thibaut, qui s'appelle Julien, qui a monté sa structure et qui m'a dit, Thibaut, si vraiment tu veux t'épanouir dans ce que tu fais aujourd'hui pour toi et que tu veux le faire pour les autres, viens chez moi. Et en fait, ça allait. Cette personne-là, c'est quelqu'un que je connais qui est devenu un ami et nos caractères sont complètement complémentaires et c'est quelqu'un de très sérieux dans le business.
Donc c'est tout naturellement que je me suis tourné vers lui. Du coup, je suis à mon compte aujourd'hui, j'ai créé ma structure et je bosse pour cette société-là. Et en fait, on aide les investisseurs à investir dans le clé en main pour leur trouver des biens qui sont, un, rentables et deux, pour les leur livrer clé en main, comme je dis là, pour qu'ils puissent exploiter ça. Ok. Et à côté de ça, du coup, j'ai voulu quand même créer mon bébé puisque j'ai quand même 12 ans d'expérience solide en banque. Et là, je me suis dit, je vais créer mon bébé où je vais en fait développer et mettre à profit tous mes 12 ans de compétences de banquier et surtout mes 3 ans et demi de formateur de banquier au service des investisseurs. Et du coup, j'ai créé une formation dédiée à l'investissement immobilier et surtout à l'obtention du financement bancaire. Ça s'appelle Infiltrer la banque et du coup, j'ai fait ça, du coup, double activité. Ok. Bah, du coup, on va passer justement sur les secrets des banquiers. Enfin, on le sait, trouver des biens rentables, contrairement, enfin, pour moi en tout cas, c'est plus facile qu'obtenir des emprunts. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre. De toute façon, si t'as pas d'emprunt, faire autre chose que de l'immobilier, enfin, la plupart du temps. Euh, alors, j'ai toujours plein de questions, mais euh, déjà, mais c'est aussi intéressant, peut-être peut faire le parallèle avec le tennis. Nous, on est quand même des investisseurs qui sont conséquents. On doit être peut-être dans les 1% ou 5%, je sais pas, en nombre de lots des plus gros investisseurs. Tous les deux, on a des activités complémentaires. Je pense que c'est toujours bien de le rappeler. Voilà, souvent, on capitalise beaucoup d'argent. Les biens, ils prennent de la valeur. Mais si tu veux en vivre complètement, avec un niveau de vie équivalent et tout, il faut quand même, je dirais, au moins une vingtaine de biens qui tournent bien pour avoir un niveau de vie qui est agréable, mais pas non plus incroyable, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je pense que tu confirmes, mais c'est vrai que on peut faire un peu le parallèle avec le tennis, quoi, dans le sens où on capitalise beaucoup d'argent, on épargne surtout, enfin, à 10-20 ans, c'est énorme la différence que tu fais par rapport à des gens qui épargnent pas ou qui investissent pas. Mais dans le day-to-day, tu gères les problèmes et tu vois pas toujours le cash arriver. Je Donc, suis complètement d'accord et je ne peux qu'acquiescer cette remarque qui est très juste. Et on voit souvent des vendeurs de bullshit sur Internet qui te disent tu peux devenir rentier avec un appart en mm, 6 mois. Ça, c'est des conneries. Clairement, alors 20 apparts, ça dépend comment tu les exploites. Il n'y a pas de bon ou de mauvais montant ni de nombre de biens. Mais c'est clair que tu vois, moi aujourd'hui, il me reste une dizaine d'apparts et ça me suffit pas pour être complètement libre dans l'immobilier, tu vois. Et mm. c'est OK. C'est complètement Ah, OK bah oui, parce que bien tu vois, sûr. je diversifie, je kiffe ce que je fais aujourd'hui, je travaille pour moi et uniquement pour moi. Et le matin, quand je me lève, j'ai pas l'impression d'aller bosser et Mm. pourtant je bosse plus que quand j'étais à la banque. Du coup, c'est cool. Et voilà. Ouais. Non, non, c'est intéressant de remettre les choses à plat. Ok, alors j'ai plein de questions. Je te dis, tu me dis oui, non, et après on va voir un peu les questions, enfin les questions qu'on me pose souvent. Est-ce que selon toi, donc forcément avec ton activité, je suppose que tu as aussi vu, comme nous, vu qu'on accompagne des investisseurs, ça nous fait gagner beaucoup même si on leur partage plus que ce qui nous retourne, c'est un peu le but du process, mais Bah on ouais, a c'est une la vue plus-value qui est. qui est accélérée en fait, parce que du coup, tu peux suivre peut-être 15-20 acquisitions dans l'année, plus qu'un banquier, alors que c'est complètement annexe en tout cas. Et est-ce que, alors je te dis les questions que j'ai, tu réponds oui ou non, et puis tu peux justifier, comme à l'école, ta réponse. Est-ce qu'il y a des banques, selon toi, qui sont plus pro-investisseurs ou non? Est-ce que, voilà, si tu es investisseur, que tu as plusieurs lots déjà loués, ou tu Non. n'as pas encore de résidence principale et tu veux investir pour du Alors, locatif, est-ce qu'il y a des banques qui sont plus ou moins non, moi je vois vraiment qu'une seule banque où tu es quasiment sûr de te faire financer, mais il faut voir les coûts qu'il y a derrière, c'est la Caixa, tu dois la connaître. ça, c'est pour C'est le une banque marchand, beaucoup de gens. voilà, énormément de Aussi. marchands, mais c'est très spécifique, mais tu es quasiment sûr de te faire financer par eux. Après, pour le commun des mortels, je dirais non. Moi, je travaille beaucoup avec des banques, les banques du coin de la rue. Voilà. Je vais voir les Ok. banques, tu vois, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Pop, là où il y a du sociétariat, tu vois, Hmm. là où t'as la banque qui appartient à ses clients. Mais non, non, tu n'as pas plus de chances de te faire financer au Crédit Mutuel qu'au Crédit Agricole pour de l'investissement locatif. Pour moi, Hmm. c'est la même chose. Ok. Mais c'est quand même toujours ces banques qui reviennent. Plus que. Enfin bon, moi j'ai des emprunts dans d'autres banques, hein, c'est la vie qui a fait ça, chez LCL, chez HSBC et tout ça. Voilà.
Et on m'en a. LCL, très bien. HSBC, Et, je connais pas. et bah d'ailleurs, il change de nom. C'était. Je ne dirai rien sur cette banque. Tant qu'ils me donnent de l'argent, c'est toujours bien. Et c'est pas du tout ma banque principale, mais voilà, ça. Parfois, t'essayes et puis c'est comme ça que qu'on t'emmène quelque part. Ok. Est-ce que ce qu'on entend souvent, bah justement, toi, c'est un peu ton cas. Pour les personnes qui sont à leur compte, qui se mettent à leur compte, souvent on dit qu'il faut 3 bilans, 3 années d'activité. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Je suppose qu'avec 3 ans, c'est plus simple qu'avec un, mais est-ce que si on s'est Voilà. lancé, faut ne pas du tout chercher alors qu'on n'est pas encore à 3 ans, ou est-ce qu'on peut quand même déjà chercher et essayer? C'est plutôt vrai. Donc elle est assez vague ma réponse. C'est plutôt vrai. C'est-à-dire que les Qu'est-ce qui est banques vrai? demandent Les 3 ans. d'avoir 3 ans de bilan pour Ok. pouvoir aller se refaire financer. Ce qui est sûr, c'est que comme moi, par exemple dans la situation actuelle où j'ai ma première année de bilan qui va arriver rapidement, mais je l'ai pas encore, c'est même pas la peine de demander. J'ai eu des infos dernièrement avec des potes à moi qui sont directeurs de banque dans le réseau que j'ai, etc. À partir de 18 mois d'ancienneté, avec un prévis sur la deuxième année, tu arrives à aller chercher du financement à partir du moment où tu es déjà client dans la banque et où tu as un background, je dirais, je sais pas comment on dit, un vécu avec eux. Ça veut dire que Hmm. si tu ont déjà financé une OP ou deux et que ça se passe bien, bah, ils vont te suivre. Si tu es prospect, ce sera plus dur. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que moi j'avais entendu si t'es chômeur tu peux pas emprunter, ce qui semble quand même cohérent. Est-ce que si Ça, t'es c'est vrai. en CDD, intérimaire, intermittent, est-ce que tu peux emprunter? CDD très compliqué, sauf s'il y a une promesse d'embauche derrière. Donc là, c'est OK, pas de Ok. problème. La banque va regarder en fait ces choses-là et un financement en CDD, je l'ai jamais vu quand il n'y a pas de promesse d'embauche derrière, sauf si tu es par exemple militaire. Parce que les Hmm. militaires, ils sont considérés comme CDD pendant très longtemps. Parce qu'en fait, le fait d'être CDI chez les militaires, je crois qu'il n'y a que le parcours sous-officier qui permet de faire ça. Et il n'y a pas tous les militaires qui sont sous-off. Donc du coup, ils sont CDD pendant 8 ans, tu vois. Hmm. Et ils ont des contrats comme ça. Donc du coup, là, la banque va regarder et se dire, attends, enfin moi, j'ai une anecdote là-dessus où j'avais eu un refus d'un couple pour un couple de militaires. Donc les deux étaient militaires, ils venaient de s'engager pour 8 ans. Et il y avait au taquet d'épargne, enfin, le dossier était nickel, sexy au possible et tout. Et la banque m'a dit non. Donc là, je suis allé voir le chef de mon chef, je lui ai posé le dossier sur le bureau, je lui ai dit, si à 14 heures, j'ai pas l'accord, je me casse. Et du coup, on a eu l'accord. Mais tu vois, c'est pas possible. Les mecs, ils sont Hmm. CDD, ils sont CDD pour 9 ans. Hein. T'es obligé de Ouais. leur prêter C'est avec des ça. bons revenus, Ouais. des parents qui étaient là derrière et tout. Enfin, c'était canon. Donc voilà, Hmm. donc c'est complètement con. Donc les CDD, il faut une promesse d'embauche derrière, ça c'est sûr. Les intérimaires, à partir du moment où ça fait 2 ans, allez, je vais dire 2 ans, que tu es dans la même boîte en intérim, il n'y a pas de problème, on fait une moyenne des 2 dernières années sur la vie d'impôt, on prend en charge les revenus et on te compte comme si tu étais en CDI. Il y a juste ton scoring bancaire qui va changer un petit peu parce qu'ils peuvent pas te prendre en CDI. Donc Hmm. c'est comme si tu avais un long CDD, mais ils peuvent en tenir compte. Et après, ça dépend le secteur d'activité, Bien tu vois. sûr. Si je te dis le mec, il est intérimaire et j'adore En les montres. restauration, Et c'est pas comme en soudure, par exemple, je pense, ou des. ouais, ouais, voilà, tu vois, il y Hmm. a toujours du boulot dans des métiers comme ça. Si t'es dans un métier très spécifique et dans l'horlogerie ou tu vois, j'en sais rien, ça peut être plus compliqué. Mais si t'es dans des Hmm. métiers, voilà, restauration, technicien d'usine, j'en sais rien, tout ça, c'est facile. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et après, les intermittents du spectacle compliqué. Quand t'en as un sur les deux, quand c'est un couple. Bon, ils font l'effort en fonction de la durée, depuis combien de temps il est intermittent, parce qu'en fait, ils sont compensés par Pôle emploi sur une certaine période de l'année. Si tu as les deux, ça pue. Ouais, c'est Ok. compliqué. Ok. Une autre question que j'avais, c'était, je sais pas trop, je sais pas trop d'où ça sort, parce que bon, on a eu le HCSF qui a limité notamment fortement Effort. le taux d'effort, donc à 35%. Mais souvent, on voit sur les réseaux des gens ils disent, maintenant, faut mettre de l'apport. Est-ce qu'il y a eu un changement selon toi? Donc, historiquement, on pouvait, moi j'en ai mis souvent, un peu, souvent c'était 10% du tout, y compris le notaire. J'ai eu une seule fois un emprunt à 110, comme on dit, 110% où tu as tout qui est financé. Mais est-ce qu'il y a eu un changement? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'avant, c'était pas non plus automatique d'avoir 110%. Il y en a qui l'ont eu, il y en a qui l'ont pas eu. Parfois, ça avait un intérêt, parfois moins.
Est-ce qu'il y a eu un changement récemment qui fait que ou c'est juste par rapport aux revenus, sinon ça passe pas. C'est sûr que les taux ils montent, ta mensualité elle monte, et donc plus tu mets d'apport, plus ta mensualité T'as les deux baisse. en fait. T'as Ouais. les deux côtés, mais oui, je vais te répondre. Il y a eu un changement quand même au niveau des banques à ce niveau-là. Moi, sur 80% de mes investissements, j'ai eu du 115% même. Enfin, je mettais Hmm. zéro d'apport je n'ai que 20% de mon patrimoine dans la banque pour laquelle je travaillais. Donc, Hmm. ça veut dire que je suis allé chercher du 115, 120 dans d'autres banques. Mais ça, c'était un choix perso. Et comme tu dis, c'est pas forcément une bonne idée. Bon, à l'époque, les taux étaient quand même vraiment tellement faibles que c'était cool, on te donnait l'argent. Mais oui, il y a eu un changement. Et aujourd'hui, même si tu es à 28% de taux d'effort, sans apport, la banque va te demander de mettre les frais de notaire à minima sur la table dans 80% des cas. On arrive quand même de temps en temps à aller chercher du 110, mais il faut se battre, il faut persévérer, aller voir 6, 7, 8, 10 banques pour y arriver. J'ai des clients qui arrivent, moi. J'ai des clients, là, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, qui m'ont dit j'ai réussi à avoir du 110 sur 25 ans, s'il te plaît. Hmm. Chose qui est très rare aujourd'hui. Donc on y arrive encore, mais voilà, faut se battre, faut pousser, faut pousser. Mais oui, il y a eu un vrai changement et aujourd'hui, ça sera très difficile de demander un emprunt ne serait-ce qu'à 110%. Si tu mets pas tes frais de notaire sur la table aujourd'hui, les banques, c'est quand même ultra réticent, sauf dans quelques-unes pour de la résidence principale, mais pour du locatif, plus trop le choix, quoi. Ok. Donc il y a eu un vrai Ok. changement. Ouais. Mais je pense que tu peux confirmer que c'est pas parce que tu peux tout emprunter qu'il faut investir sans argent. Enfin, c'est quand même bien d'avoir un peu d'épargne de côté, surtout Mais avec des travaux. mais surtout aujourd'hui, Ouais. Thibaut, c'est hyper. Ce que tu dis là, c'est non seulement vrai, mais en plus de ça, il faut l'appuyer parce que le 110% aujourd'hui, quand tu as des taux qui sont pas forcément hauts, moi je suis pas d'accord avec les gens qui me disent ouais 4,5, 5% c'est super haut, c'est pas super haut, c'est normal en fait. Ce qui était pas normal, c'est ce qui se passait sur les 4-5 dernières années. Mais tu as quand même 5 points ou 4,5 de taux d'intérêt. Donc si t'empruntes à 110%, ces 4,5, ils sont dedans. Donc tu payes des intérêts forts tous les mois. À contrario, si tu as un bien qui te rapporte, j'en sais rien, 8-10% par an, on va dire 8%, parce que les gens vont dire ah, 10% ça n'existe plus, bien sûr que ça existe encore. Tu as un bien qui te rapporte 8, tu mets de l'apport dedans, bah, ton apport tourne à 8%, à ton rendement. Donc du coup, ton argent travaille. Donc c'est loin d'être con aujourd'hui de mettre de l'apport. Enfin, moi, Mm. je suis pas partisan de dire faites que du 115, tu vois. Mm. Il y a pas, surtout aujourd'hui, il y a 2 ans, à la rigueur, quand tu avais des taux à 0,90, bah, feu, on te donne l'argent, on prend tout ce que tu as à prendre. Aujourd'hui, tu as des taux qui sont à 4,5. Si tu dois mettre de l'apport, c'est pas ça qui doit t'arrêter. Au contraire. Mm. Et par contre, ce que tu disais aussi, et justement, et ça, je le pousse, mais à chacun de mes coachings, euh, il faut avoir des billes de côté. Un minimum, moi, je dis, ayez au moins 1 an de mensualité de côté à la banque pour pallier à toutes les merdes qui peuvent se passer. On le sait, toi comme moi, un dégât des eaux, un cumulus qui pète, une chaudière, enfin une toiture à remanier qui n'était pas prévue. Il faut avoir de l'argent un petit peu pour commencer à investir dans l'immobilier. On n'est pas des kamikazes. Mm. Même si on construit notre parachute pendant la chute, on a un parachute, quoi. Voilà. Mm. Ok, ok, très intéressant. Euh, Bah justement, je voulais voir avec toi. euh, donc maintenant, les taux, parce que historiquement, je pense que tu pourras confirmer, quand les taux étaient super bas, on disait le taux, c'est le dernier truc à négocier. De toute façon, que tu payes 1, 1,10, 1,5. Souvent, nous, c'était l'argent. On voulait de l'argent. Enfin, on voulait Ça, c'est des clair. fonds. Et puis, c'est toujours le cas, hein, si tu Euh, selon toi, à quoi demain, voilà, admettons, on va faire plusieurs cas de figure, mais admettons, j'ai un bon dossier, voilà, je gagne 5 000 € par mois, je suis en CDI, je fais mon premier achat, euh, à quoi je dois faire attention à ce moment-là, sur quel point c'est important Que je je sois, négocie avec le banquier. que je sois vigilant, voilà, dans mon financement, en admettant que je suis un peu un bon client, et après on verra Ok. si, ouais. Ok. Déjà, la première des choses à ne jamais négocier. Ne négociez jamais ça. Les frais de dossier bancaire. Vous ne les négociez pas. Les fois où les gens sont venus dans mon bureau pour négocier des frais de dossier, je leur ai dit, monsieur, la porte, elle est ouverte. Parce que les gens te disent, oui, je suis un bon client, machin, je paye pas mes frais de dossier. Mais bullshit. Donc, du coup, quand tu vas chez le boulanger, tu payes pas ta baguette, tu vois. Quand t'as le plombier qui vient réparer ton truc, tu dis, eh, merci, hein, c'était cool, merci pour le dépannage. Tu le payes pas. Non. Le banquier se paye.
Et c'est normal. Le mec va passer du temps pour l'octroi de ton prêt, pour l'envoyer au siège si c'est pas lui qui décide. C'est 4 à 6 heures de boulot en fonction de la difficulté du dossier. 4 heures si c'est hyper simple, 6 heures si c'est un peu plus compliqué, voire des allers-retours, etc. Donc les 600, 700 balles que le banquier te prend, finalement, c'est le prix d'un artisan, c'est la même chose. Donc ça, s'il vous plaît, ne le négociez jamais. Le taux, aujourd'hui, vu que les conditions ont changé et que c'est quand même plus difficile qu'hier d'avoir un prêt, ne vous attardez pas sur le taux non plus. C'est-à-dire que le taux, il est ce qu'il est. Pour moi, c'est la normalité. Et la normalité, c'est en 2 mots. La normalité. 4,5 sur 20 ans, c'est ce que ça vaut aujourd'hui un prêt bancaire. Vous ne devez pas vous arrêter à ça. C'est-à-dire que dans 3 ans, si les taux sont à 9, parce qu'il y a peu de chances que ça arrive, bah, la chance que vous aurez eue, c'est d'avoir emprunté à 4,5. Et si les taux sont à 2, bah, vous irez voir la banque pour renégocier votre prêt. Donc franchement, ça, ne négociez pas non plus. Moi, ce que je négocie à chaque fois, ce sont des petites choses, mais qui sont hyper importantes. La première, c'est la partie assurance d'essai emprunteur. On n'en parle pas souvent quand on est investisseur parce que souvent on n'y pompe rien et c'est normal, c'est pas notre métier. Mais la partie assurance d'essai emprunteur, il y a plusieurs choses dedans. Tu as la partie d'essai, la partie perte totale et irréversible d'autonomie et des fois la partie incapacité temporaire totale. Et en fait, le coût de l'assurance d'essai emprunteur est très important. Sur 20 ans, ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sachez que chaque directeur d'agence a une petite dérogation, mais néanmoins entre 15 et 25%. Donc ça, moi, je le négocie à chaque fois. Parce que 25 points de 40 balles, tu vois, tu peux dire ce que tu veux, mais ça reste quand même du 8-9 euros par mois. Et sur 20 ans, si jamais tu gardes ton prêt 20 ans, ben, ça fait une belle somme. Donc ça, c'est la première chose que je négocie. La deuxième, les indemnités de remboursement par anticipation. Parce que ça coûte cher, 3% du capital restant dû plafonné à 6 mois d'intérêt. Donc souvent, c'est 6 mois d'intérêt, sauf que 6 mois d'intérêt à 5%, ben, c'est cher. C'est pas la même chose qu'à 1%, ouais. Exact. Exactement. Et du coup, moi, je te dis, en général, ce que je fais, c'est qu'au bout de 5, 6, 7 ans, je revends mon bien, j'arbitre et je repars sur autre chose. Donc, du coup, j'ai pas envie de manquer 2000 balles à ce moment-là, de 2500 balles d'intérêt de remboursement par anticipation. Donc, ça, je négocie à Parce que si chaque on fait fois. le calcul rapidement, admettons que tu empruntes 100 000 euros, bah, Ouais, fois 5%, c'est simple, ça fait 5 000 euros. Donc, fois 6 mois, ça fait 2500 euros quand même que tu exact, sors. exactement. Tout à fait. Tu vois, j'avais pris ma calculette et c'est exactement le calcul. Donc ça, plus l'assurance d'essai emprunteur, tu es déjà à 4-5 000 balles, tu vois, en optimisation de prêt, là, que tu peux gagner comme ça avec des choses que le banquier peut t'octroyer sans demander la lune, tu vois. Mm. Et autre chose que je négocie aussi à chaque fois, il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Je négocie une période d'anticipation sur chacun de mes prêts. Peu importe le montant des travaux, alors l'anticipation, c'est comme le différé. Je vais pas rentrer dans les détails, excusez-moi, c'est un petit peu plus avantageux que le différé, mais ça, je le négocie à chaque fois et je prends la durée la plus longue possible. Même si je l'utilise pas, tu vois, je demande 24 à 36 mois de différé sur chacun de mes prêts. Même si je l'utilise pas. Et même si ça coûte cher aujourd'hui avec avec des taux d'intérêt à 4,5, je prends quand même la durée la plus longue et ça, je le négocie et c'est non négociable pour moi. Parce que je me dis, l'immobilier, c'est de la trésor, ça rentre, ça sort, etc. Mes travaux, en gros, 4 à 6 mois après, ils sont terminés. Donc, je me dis, OK, si j'ai envie de rentrer en amortissement et de payer mon prêt de suite, je fais une lettre à la banque, j'arrête mon différé, je rentre en amortissement de suite. Mais si j'ai envie de prendre un peu de cash, parce que derrière, j'ai une autre opération et j'ai besoin que ça tourne, eh ben, je prends du cash pendant 6 mois supplémentaires ou 10 mois supplémentaires. Et derrière, je me constitue un autre peu de trésorerie pour un autre projet qui est derrière. Donc en gros, moi, ce que je négocie, c'est une période de différé la plus longue possible, même si je l'utilise pas, et je mets bien un point là-dessus. Les indemnités de remboursement par anticipation et une partie sur la partie assurance des emprunteurs qui coûte très cher. Ok. Et est-ce que, selon ton expérience, c'est est-ce que la durée d'anticipation, enfin, tu peux obtenir un oui ou un non. Est-ce que la durée, par exemple, est-ce que demander un an, c'est, enfin, tu vois, 3 ans, c'est mieux qu'un an, surtout quand les taux étaient bas. Est-ce que c'est vraiment plus compliqué ou est-ce qu'en général, c'est oui ou non? Tu vois, est-ce que obtenir un an par rapport à 3 ans, ça, c'est un effort supplémentaire pour le banquier, tu vois, comme tu pourrais lui demander autre chose, ou est-ce que c'est genre, soit il te donne un délai d'anticipation, soit il t'en donne pas, soit c'est oui, soit c'est non. Tu Ouais, vois, à quel point la durée va être dure à obtenir selon toi ou va et ben coûter en entre fait, guillemets au banquier? en fait, ça dépend de ton projet et de la cohérence du truc. C'est-à-dire que si tu achètes un bien qui est neuf, tu achètes un Pinel, tu fais une bêtise,
T'achètes un Pinel, tu le payes 40% de plus que le prix du marché, il est neuf, le logement. Comment est-ce que tu vas faire pour demander à ton banquier un différé de 24 mois? Tu peux pas, le logement, il est neuf. C'est impossible. Le banquier va te dire pourquoi faire. Tu vois? T'achètes un bien qui est éclaté, un plateau, avoir 3 ans de différé, tu vas lui dire, attends, t'as vu l'état de mon bien aujourd'hui, si je veux faire un truc impeccable, bah, il faut 24 mois de travaux, et le temps de synchroniser les corps de métier et tout, bah, il faudra 36 mois. Donc, le banquier facilite les donnes. Maintenant, après, le juste milieu, c'est de se dire, bah, toi comme moi, enfin, si ce qu'on a dit est juste au début, on achète des apparts qui sont moches, mais où il n'y a pas forcément des énormes travaux. Donc clairement, tu sais que dans ta tête, en 2 mois, l'appartement il est fini. Comment est-ce que tu vas faire pour justifier 2 ans de différé, tu vois? C'est compliqué. 1 an, tu les as facilement parce que tu dis à ton banquier, bah voilà, je viens de voir, en gros, il y a 3 mois de travaux. Il y a 3 mois de travaux. J'ai mon artisan qui est pas disponible avant 1 mois et demi, hein, on le sait. Donc 3 mois plus 1 mois et demi, ben, ça fait 4 mois et demi. Pour ça, tu te démerdes pour arriver au mois de d'avril-mai et tu te dis, eh ben, on est en avril-mai. Moi, je vais viser la location meublée étudiante. Donc les mecs rentrent en septembre, donc il me faut 3 mois et de plus, 3 mois de plus. Donc en gros, on arrive à 1 an et tu les as facilement. Donc en fait, c'est à l'investisseur d'être assez rusé, mais sans tromper le banquier, pour lui donner des arguments qui vont faire que le banquier va accepter ou non. Voilà. C'est clair que si tu achètes un bien qui est super propre et que tu demandes 24 mois de différé, le banquier va se dire, bah non, tu vas pas rentrer du cash comme ça. Mais on y arrive. Et après, encore une fois, c'est beaucoup de feeling. Donc, moi, les partenaires bancaires que j'ai, ils le savent. Pour moi, c'est non négociable. C'est, je veux 24 mois, sinon, je viens pas chez toi. Ok. Voilà. Ok, très intéressant. Et deuxième cas de figure, et je pense que ce sera notre dernier cas de figure, pour les gens qui sont multipropriétaires, tu vois, on commence, admettons, voilà, tu as 10 biens, tu peux avoir éventuellement plusieurs SCI, tu peux avoir... comment tu vas... Et admettons que tu achètes un bien, genre, pas très cher, tu vois, admettons, entre 100 000. 100 000, voilà, 100 000. Toi, ton dossier, c'est genre la Bible, quoi, de Gutenberg, tu vois. Comment, et la banque, enfin voilà, pour elle, elle va gagner exactement la même chose si elle te donne ce prêt à toi ou à quelqu'un qui a pas un dossier qu'il faut déchiffrer. Comment tu le présentes? Voilà, comment tu facilites à la limite le travail du banquier? Euh, Alors, c'est une question qui est pépite, ça. Alors, comment le présenter? Je vais pas faire un laïus parce que sinon on irait jusqu'à 23 heures ce soir. En tout cas, la Bible de Gutenberg, il faut la voir, comme tu dis. Et celle-là, pour moi, enfin, le dossier bancaire, le business plan que j'utilise, je sais qu'il fonctionne parce que c'est moi qui l'ai bâti et j'étais banquier. Donc dedans, il y a tout ce que les banquiers veulent, tu vois. Et en fait, ce business plan que je présente à la banque, c'est mon accord de prêt. C'est-à-dire que le conseiller, il a même pas à monter le prêt. Le prêt, il est là. Tu vois, il y a tout dedans. Il y a les ratios, il y a tout le reste pour vivre, le taux d'effort, les ratios LTI, les machins et tout. Il est bâti pour que le banquier puisse pas te dire non, en fait. Voilà. Déjà, ça, c'est la première des choses. Après, quand tu as 10 biens, tu vois, que tu es un multi-investisseur ou 15 biens, il y a de fortes chances que tu n'es pas qu'une banque. Ça veut dire que la banque que tu vas aller voir ne porte pas le risque sur les 10 ou 15 biens. Elle porte le risque que sur ce qu'elle te finance. Bien sûr. Voilà. Donc, du coup, si tu as la Bible de Gutenberg qui est vraiment impeccable, que tu as des comptes bancaires sexy, que tu as plusieurs banques, donc du coup, tu vas te faire financer soit en étant prospect, donc la banque ne portera que ce prêt-là à 100 000, donc il y a peu de chances qu'elle te dise non. Soit tu vas avoir une banque dans laquelle tu as déjà 4-5 biens, et là, c'est l'humain qui fait la différence. Et le dernier truc que je vais donner ici, et ça, c'est un conseil pépite que je donne à chaque fois aussi, n'allez pas voir les directeurs d'agence. N'allez pas voir les directeurs d'agence. Pourquoi? Parce que ces gens-là, en fait, ils sont... Aujourd'hui, un directeur d'agence au Crédit Agricole, au Crédit Mutuel, à la Banque Pop, peu importe, il n'est pas manager. En fait, il gère toutes les merdes qu'il peut y avoir dans une agence bancaire. Il gère le congé maladie de Géraldine, la conseillère d'accueil. Il gère le distributeur qui fonctionne mal avec les billets de 50 qui sont bloqués. Il gère le conseil d'administration qu'il a à faire la semaine prochaine et ça le stresse parce qu'il y a le maire du village qui est là. Mais il gère pas les dossiers bancaires. D'accord? Donc moi, je dis, oubliez ces gens-là et allez voir l'expert. L'expert, c'est qui? On parlait du cas que tu as donné qui est très intéressant, d'un mec qui a 10 ou 15 biens et qui a des structures, etc. Eh bien, l'expert, dans ce cas-là, ça sera certainement le conseiller pro ou le chargé pro en fonction du niveau d'investissement que vous allez avoir,
Un mec qui a l'habitude, et quand vous allez lui parler d'une holding ou de plusieurs SCI à l'IS qui sont en micmaqués les unes dans les autres, il va pas vous regarder comme un extraterrestre, il a l'habitude. Ce mec, il gère des pharmacies, il gère des rachats de parts avec des avocats, il gère des gros centres de grande distribution, tu sais, les gros Leclerc, là, les hypermarchés, avec des holdings partout. Ce mec, il a l'habitude. Donc c'est lui qu'il faut aller chercher, c'est l'expert. C'est pas le généraliste. Et le généraliste, c'est le directeur de la banque. Donc du coup, ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne à tous les auditeurs qui nous écoutaient là. Allez voir l'expert plutôt que le généraliste. Parce que ça fait bien de dire oui, j'ai été voir le directeur d'agence, voir le directeur de groupe, mais en fait, on s'en fout. Lui, il va juste apposer sa signature. L'expert va lui dire, Thibaut, il est venu me voir, il a besoin de financer son projet de 100 000, on va y aller pour telle et telle raison. Ok, bon, on y va. T'as dit que c'était bon, on y va. T'as qui signe, tu vois. Okay. Lui, il est là juste pour acquiescer et prendre la décision finale, mais il va pas étudier le dossier pendant 4 heures. Ok, très intéressant. Bah, écoute Thibaut, ça m'a fait super plaisir. On est dans les clous. Si on veut te contacter, Alors, c'est comme toi, je suppose, full Instagram. Pour moi, c'est ok. que sur Insta. Je réponds à tout le monde. J'ai une communauté qui est très cool. On est pas mal sur Instagram et j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. Mais par contre, voilà, mon mot d'ordre, c'est la réponse à tout le monde. Donc, voilà, vous pouvez me contacter sur Insta avec grand plaisir. Et puis voilà, Tu peux nous j'espère dire que comment tu t'appelles exactement sur Insta et les plays, s'il te plaît? bien sûr. Donc, mon nom Instagram, c'est Thibaut, Thibaud, avec un D comme Damien à la fin, et Aimé, Aime, Thibaut Aimé. En un mot, un point entre. Il y a un tiret, mais quand vous tapez Thibaut Aimé, vous le trouverez sans aucun problème. Sinon, j'ai mon site internet www.obtenirmonfinancement.fr. Super. Eh ben écoute Thibaut, ça m'a fait super plaisir et Ben, à moi très aussi. bientôt. C'était un grand Allez, kiff. À bientôt, Thibaut. Merci à toi. bye bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pour rappel, on a un épisode de podcast privé qui sortira avec Thibaut. Contourner les règles du HCSF et notamment le taux d'endettement à 35%. Bien sûr, contourner de façon légale. Si vous voulez souscrire, vous avez tous les liens dans la description du podcast. Vous allez sur boîteabillets.com. Je vous souhaite une très bonne semaine. Probablement que la semaine prochaine, on aura une star, une femme qui elle le dit, elle adore les chantiers et qui a vraiment activé le mode Rambo. Ce sera l'épisode Construire sa liberté à la truelle et à la disqueuse. Je vous en dis pas plus. Retrouvez-moi et retrouvez-nous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos gros billets. Bye bye.